Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous allons parler marché et stratégie d'investissement avec notre invité. Mais avant, petit rappel rituel, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter nos émissions, de les partager et de mettre un pouce bleu si vous les appréciez parce que tout cela nous aide grandement. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Alors, on a eu le comité de politique monétaire de la Fed. Jérôme Powell a tenu une conférence de presse et le sentiment qu'il en ressort, c'est que il a l'air complètement perdu, notre ami Jérôme. Oui, lui et ses petits camarades, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, on manque de visibilité. Alors moi, ce qui ressort vraiment de cette conférence de presse, c'est surtout qu'il ne nous a pas donné ce qu'on appelle souvent les forward guidance. Vous savez, on va faire ça et on va vous dire très clairement ce qu'on va faire. Et on sort d'une longue période quand même, au cours des dernières années, où la Banque centrale nous disait quand même ce qu'elle allait faire. Alors naturellement, elle réagissait parfois aux événements, comme il y a eu la crise sanitaire, où elle a réagi brutalement. Mais une fois qu'elle avait réagi, elle nous disait clairement, voilà, on va continuer, voilà un peu notre plan d'action. Voilà nos prévisions économiques. Et donc, on avait une vraie visibilité. Et la meilleure preuve, c'est que globalement, tout le monde savait à peu près à l'avance ce qu'allait annoncer la Banque centrale en termes de politique monétaire. Là, on ressort beaucoup plus gêné quelque part parce qu'il nous dit globalement, il y a une inflation qui est forte, qui va peut-être durer ou pas perdurer. Nous, sur notre politique monétaire, on va réagir, vous inquiétez pas. Mais il nous dit pas véritablement sur quel rythme, sur quelle ampleur, est-ce qu'ils vont accélérer ou pas. On sent qu'on n'a pas finalement de trajectoire. La seule chose qu'il nous dit, aujourd'hui, l'économie américaine n'a plus besoin qu'on soit là pour l'aider. On n'a plus besoin aujourd'hui de mener une politique ultra accommodante. Mais derrière, comment on va remonter les taux? Est-ce qu'on va les remonter brutalement, doucement? Sur quel rythme? Tout ça, rien, aucune explication. Et en gros, la seule chose qu'il nous dit, on regardera les indicateurs économiques. Alors quand on dit que la Fed est perdue, il y a un graphique qui s'affiche à l'écran et qui témoigne justement de cette incertitude qui entoure l'horizon économique, et on voit que les banquiers centraux américains n'ont pas plus d'idées de ce qui va se produire que nous. Ce graphique, il est intéressant parce que en fait, il mesure l'écart de prévision d'inflation entre les différents membres du comité de politique monétaire. Et on voit que là, on n'a jamais eu depuis 2008 un écart aussi sensible. Oui, très clairement. On voit surtout qu'il y a vraiment une vraie divergence entre les membres. C'est-à-dire entre ceux qui pensent que l'inflation va rester durablement forte, ceux qui pensent que ça va rapidement revenir à la normale. Donc c'est vrai que derrière ça, ça traduit clairement des scénarios économiques très divergents entre les membres et surtout un vrai problème d'analyse qui est le cœur quand même de la décision de politique monétaire. Quelle est la dynamique de l'inflation? C'est-à-dire qu'entre ceux qui sont sur une inflation beaucoup plus longtemps durablement forte, et derrière, il y a quand même la perception qu'il y a un vrai risque de boucle au prix salaire, qu'il y a un vrai risque que l'inflation, c'est pas lié seulement à juste un petit problème de délai de livraison, que c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus durable. Et puis ceux qui sont très optimistes vont vous dire au contraire, mais non, c'est ponctuel, c'est juste, il suffit de débloquer le nombre de navires qui arrivent dans les ports américains et puis on va revenir à une inflation qui est notre objectif. Donc ça ne nécessite pas forcément une intervention massive de la Banque centrale, parce que si c'est juste lié à un problème de délai de livraison, ça va revenir de lui-même. Donc la Banque centrale, en montant ses taux, elle commettrait une erreur dans ce cas-là. Toujours est-il que, pour le moment, ils ne savent pas vraiment dans quelle direction le vent va tourner et que ça pose un petit problème pour les marchés financiers d'interprétation justement de ce qui va se passer. Parce que finalement, la grande résultante de cette indécision, c'est qu'il n'y a plus de visibilité. Clairement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, grosso modo, ce que nous dit M. Powell et ses petits camarades, c'est on agira en fonction des prochains indicateurs. Si l'inflation reste forte et venait à rester durablement forte, s'il faut, on commencera véritablement pénaliser l'économie américaine. On pèsera sur la demande parce que là, il va falloir vraiment calmer ces tensions inflationnistes. Donc, on sent qu'on n'a pas de visibilité. On ne sait pas encore si la stratégie de la Fed, c'est juste de normaliser un tout petit peu la politique monétaire, mais de maintenir finalement des taux encore relativement bas, ou véritablement agir de manière beaucoup plus agressive pour vraiment empêcher qu'une inflation durable s'installe aux États-Unis. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le même scénario économique parce que dans ce cas-là, il va falloir vraiment freiner l'économie américaine. Et là, c'est plus un atterrissage en douceur, peut-être, potentiellement, qu'il va falloir faire, mais c'est un vrai coup de frein. Donc, on voit que ce scénario, il reste très ouvert pour finalement l'année prochaine et cette année aussi, puisqu'on voit. Et globalement, il nous dit pas, on n'est pas certain qu'ils feront que 3 hausses de taux. On se dit, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment un élément qui va générer de la volatilité sur les marchés. Donc, si je résume le dilemme de la Fed, c'est d'un côté être encore en retard vis-à-vis de l'inflation, ce qu'elle a été ces derniers mois, clairement, et donc la laisser partir hors de contrôle totalement, ou
casser la croissance. Finalement, c'est prendre le risque de casser la croissance en y allant trop vite, trop fort. Voilà, surtout si c'est que ponctuel, si c'est que lié à des facteurs de décalage offre-demande ponctuel, elle va peut-être monter trop agressivement ses taux, freiner la croissance, et puis après on va lui revenir en lui reprochant, en lui disant « mais vous auriez pas dû faire ça parce que c'était qu'un élément technique et c'était pas nécessaire de ralentir l'économie ». Donc on est vraiment pris entre ces deux choix qui sont un vrai dilemme pour cette année. Alors on ne sait pas vraiment de quelle ampleur seront les hausses de taux, mais la Fed a annoncé qu'elle allait réduire son bilan. Quel est l'objectif recherché ? Alors, ils sont face à un problème qu'il faut bien comprendre, qui est un peu technique, mais qui est un vrai problème aujourd'hui pour la Banque centrale. Elle a peur que si elle remonte ses taux, alors donc elle va agir sur les taux courts, sur les taux de financement à très court terme, les taux longs ne bougent pas. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, il y a beaucoup de liquidités sur le marché obligataire, et donc la Banque centrale pourrait remonter ses taux, les taux longs restant stable, on pourrait avoir ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire que vous auriez des taux courts qui seraient égaux au taux à 10 ans. Ça, c'est une courbe plate, ça s'appelle une courbe plate. Et si on est vraiment dans une courbe plate, c'est pas un signal très positif, ça veut dire que vous êtes dans un signal plutôt de ralentissement de l'économie. Voire pire, si elle continue à monter ses taux, on pourrait avoir ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire que les taux courts seraient plus élevés que les taux longs. Et ça, c'est vraiment un mauvais signal pour l'économie parce que déjà, vous pesez lourdement sur les marges des banques parce que ce que font les banques, c'est qu'elles empruntent à court terme pour prêter à long terme. Donc ça leur coûterait plus cher aujourd'hui d'avoir des ressources à court terme pour prêter à long terme. Donc c'est quelque chose qui va durcir les conditions de crédit. Et là, ça serait quelque chose qui véritablement pèserait sur l'économie. Donc ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est pouvoir remonter ses taux courts, mais ce qu'elle voudrait, c'est que les taux longs remontent un tout petit peu aussi. Alors ça a l'avantage parce que si les taux longs remontent un petit peu, ça va un peu freiner l'immobilier, ça va un peu freiner peut-être les investissements, la spéculation. Donc c'est plutôt un élément pour freiner l'économie, mais ça ne traduit pas derrière un comportement trop dur des banques en termes de crédit, en termes de distribution de crédit. Ça vous renchérit le coût du crédit, mais c'est pas un coup de frein violent. Donc ça, c'est important. Ils voudraient vraiment gérer cette forme de la courbe des taux. Et ce qu'ils ont peur aujourd'hui, face à beaucoup de liquidités, c'est que leur hausse de taux court ne se répercute pas sur la partie longue de la courbe des taux. Parce que les liquidités se reporteraient sur la partie longue ? Oui, et puis surtout, aujourd'hui, les taux courts, eux, ils le maîtrisent. Les parties longues, ils ne la maîtrisent pas totalement parce que ça dépend. Et donc, si aujourd'hui, ils montent les taux, finalement, rien ne dit que la partie longue va réagir. Donc, c'est un peu leur gros problème parce qu'il y a encore une fois beaucoup de liquidités qui sont dans le marché obligataire. Alors, on a un graphique qui illustre l'extraordinaire abondance de liquidités. C'est un graphique qui montre la liquidité sur le marché du reverse repo. Alors, il faut expliquer d'abord ce qu'est ce marché. Alors, c'est l'indicateur qui leur sert de référence pour dire qu'il y a trop de liquidité. C'est-à-dire que tous les jours, si vous êtes un acteur, vous savez pas quoi faire de l'argent, vous savez pas où le mettre, vous pouvez aller voir la Banque centrale américaine et lui dire, mes $100, je vous les dépose auprès de vous, et vous me donnez un titre d'État en échange. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait habituellement, parce que quand une banque a besoin de liquidité, elle va voir la Banque centrale, elle met en garantie un titre d'État, et la Banque centrale lui donne des liquidités. Mais là, j'en ai trop, je sais pas quoi en faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir la Banque centrale, et la Banque centrale me fait l'inverse d'un repo, l'inverse, un reverse repo, et donc elle me donne un papier. Alors l'avantage, c'est que moi j'ai la rémunération du papier d'État, et puis cette liquidité, je la laisse auprès de la Banque centrale. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment trop de liquidité dans le système. S'il n'y avait pas trop de liquidité, j'avais aucune raison, je sais pas quoi faire de cet argent, on ne verrait pas revenir auprès de la Banque centrale. Donc la Banque centrale, elle pense qu'aujourd'hui, le problème c'est que cette surliquidité, si elle commence à monter les taux courts, finalement, elle va continuer à maintenir les taux bas, et donc il faut peut-être éponger, absorber cette surliquidité par une réduction de la taille du bilan. Et surtout, elle pense que ça peut se faire sans être trop douloureux pour les marchés, parce que naturellement, c'est de la liquidité qui aujourd'hui lui revient. Donc aujourd'hui, elle se dit finalement, je peux la reprendre sans trop déstabiliser l'économie et les marchés financiers. Alors justement, comment elle va procéder techniquement pour réduire son bilan ? Elle va laisser filer certaines échéances jusqu'à maturité et ne pas les racheter finalement. Alors, ce qu'il faut pas les renouveler. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la Banque centrale américaine a acheté, elle le fait encore, mais elle va vraiment arrêter en mois de mars, mais quand elle achète des titres obligataires, elle va créer $100, et avec ces $100, elle achète une obligation. Donc, elle a injecté $100 sur le marché. Parce que moi, j'ai vendu à la Banque centrale mon obligation à $100. Et puis, avec ces $100 que je viens d'avoir, je peux racheter des actions ou encore des obligations. Ou, si je ne sais pas quoi en faire, le rapporter au bilan du Fed, comme on a vu avec les reverse repo. Donc, elle a créé de la monnaie
quand elle a fait ses achats obligataires. À l'inverse, c'est le processus inverse. Le jour où l'obligation arrive à maturité, que le Trésor américain rembourse l'argent, le Trésor américain, il va lui redonner finalement ses 100 $, et la Fed, si elle ne le réinvestit pas sur le marché obligataire, elle détruit ses 100 $. Donc c'est bien une reprise de liquidité, et donc à ce moment-là, quand les obligations arrivent à échéance, derrière, on va lui redonner ses 100 $, elle détruit ses 100 $, et donc finalement le Trésor américain qui roule sa dette va réemprunter 100 $ auprès des investisseurs. Donc ça veut dire que la quantité d'obligations en circulation sur le marché obligataire va augmenter de 100 $. Ça revient à ça, parce que c'est plus la Fed qui les achète. Par conséquent, Christian, si je vous ai bien suivi, la réduction du bilan de la Fed ne rime absolument pas avec réduction de la dette des États-Unis. Au contraire, la dette qui avait été stérilisée par la Fed, la dette émise par l'État américain, elle revient sur le marché et donc on a une offre de papier qui devient supérieure. Est-ce que la demande va absorber facilement cette offre de papier ou en tout cas ne pas exiger des prix supérieurs, c'est-à-dire une rémunération, un loyer de l'argent supérieur? C'est ça le principe, c'est-à-dire que vous avez finalement un nombre de papiers en circulation qui augmente, donc théoriquement l'offre et la demande s'adaptant, alors ça dépend toujours des conditions de demande et de l'appétit des investisseurs pour la dette américaine, mais globalement ça doit se traduire par une remontée des taux, et notamment des taux longs. Si ce sont des émissions à long terme que fait le Trésor américain, forcément ça va se traduire par une remontée des taux longs, et puis surtout ça se traduit par un élément important qu'il faut bien comprendre, c'est que la Fed, quand elle achetait, elle avait un programme d'achat constant. Elle achetait le même montant tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc, elle n'était pas sensible aux anticipations d'inflation, elle n'était pas sensible à l'évolution de l'économie. C'était une demande, elle n'était même pas sensible à la rémunération que lui offrait le Trésor. Elle s'en moquait, elle achetait. Et même l'argent que lui versaient, les intérêts versés par le Trésor, étaient reversés par la Banque centrale in fine. Donc, c'était de l'argent qui coûtait rien au Trésor américain. Donc là, on change de monde, parce qu'on change dans un monde aujourd'hui où le Trésor américain doit aller sur le marché, doit attirer des investisseurs qui vont peut-être demander une rémunération, et puis surtout cette rémunération, elle va dépendre en grande partie de ce que pensent les investisseurs, de l'évolution de l'inflation, des rendements réels. Donc on reconnecte finalement les mouvements des taux longs par rapport à ce qui se passe sur l'économie réelle. Alors il y a un graphique aussi que j'aimerais qu'on affiche, parce que en fait on a l'impression que tout ça va provoquer une certaine volatilité sur le marché obligataire. Bon, il y a le manque de visibilité qu'offre la Fed, et puis il y a en effet ce refinancement de l'État américain. Or, là, on a des échéances, des montants d'échéances assez colossaux qui arrivent à maturité. Voilà, c'est vrai que la Banque centrale essaye dans un horizon assez temporel, assez court. Parce que c'est vrai que la Banque centrale, elle nous dit, vous inquiétez pas, on va faire ça doucement, progressivement. Alors c'est vrai, elle n'est pas non plus à être agressive. Si elle était vraiment agressive pour réduire la taille de son bilan, elle pourrait carrément vendre les obligations de son portefeuille sur le marché. Et là, ça irait encore beaucoup plus vite. Bon, elle a dit, non, vous inquiétez pas, je vais juste attendre que les obligations arrivent à maturité, et puis quand elles arriveront à maturité, je réinvestirai pas. Donc ça veut dire que c'est une reprise en douceur. Attention quand même, il faut regarder le portefeuille obligataire de la Banque centrale américaine, voir la quantité de papier qui arrive à maturité, et on s'aperçoit qu'il y a quand même des grosses échéances et que ça va aller très très vite quand même sur les prochains mois. Donc grosses échéances début 2022, ça pourrait secouer, et je voudrais également qu'on affiche un autre graphique. Alors là, ce sont les émissions nettes du Trésor comparées aux achats de la Fed. Et c'est pour illustrer en fait ce rapport offre-demande. Donc on voit bien que les achats de la Fed étaient supérieurs aux émissions du Trésor américain. Donc ça avait en effet un effet anesthésiant total sur le marché obligataire. Vous projetez, là ce sont les pointillés de la fin de la courbe des émissions nettes du Trésor, vous projetez tout de même une augmentation assez sensible donc, de ces émissions du Trésor. Oui, alors il faut bien comprendre, c'est que le Trésor américain a beaucoup moins émis sur le long terme sur la fin de l'année dernière, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait ce plafond de la dette. Et donc, on a limité l'endettement quelque part. On ne pouvait pas aller au-delà de toute façon. Et puis, en plus, l'État américain a choisi de s'endetter plutôt à court terme que sur le long terme. Mais bon, ça, c'est pas tenable. Il y a quand même des besoins de financement. Alors, même s'il réduit son déficit de manière importante cette année, faut pas sous-estimer, il y a quand même ces besoins de refinancement. On est toujours en déficit. Donc, ça veut dire qu'on va encore augmenter la dette en circulation. Et puis, surtout, c'était facile à placer cette dette. Quand vous aviez la Banque centrale américaine qui achetait plus que ce que vous émettiez en net,
Ça veut dire que forcément, le secteur privé, hein, les gens qui détenaient la dette américaine, ils étaient obligés de le donner à la banque centrale. Ça revenait à ça quelque part. Donc il y avait moins de dettes en circulation au niveau des agents économiques, au niveau privé. Là, maintenant, on est sur la fin de ce système-là. Donc ça veut dire que les taux longs vont être beaucoup plus réactifs. Et ça, c'est un élément important. Et d'ailleurs, on le voit depuis le début de l'année, où on a quand même, depuis que la Banque centrale a commencé à réduire ses achats, on voit que le marché obligataire réagit beaucoup plus aux indicateurs économiques, mais on voit aussi que c'est beaucoup plus volatile au jour le jour. Ce qui veut dire que finalement, l'indicateur à suivre aujourd'hui, ce sont les indices des prix. Ah oui, très clairement. C'est-à-dire que tant par rapport au discours de M. Powell qui nous dit « moi je suis derrière les indices des prix », si l'inflation perdure, on tapera plus fort. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas la main, il ne sait pas son scénario. Il nous a pas, encore une fois, donné de scénario sur comment il va gérer la remontée des taux. Donc, c'est parce qu'il est derrière les statistiques. Donc, c'est pas ça veut dire que le marché va être très réactif. Et puis, d'autre part, l'équilibre offre-demande, maintenant, c'est plus un équilibre lié à l'intervention massive de la Banque centrale. Donc, ça veut dire que l'équilibre offre-demande va être très, très soumis aux anticipations des investisseurs, de ceux qui sont prêts à acheter de la dette américaine. Et ceux-là seront très sensibles, naturellement, aux indicateurs économiques. On rentre dans un monde de volatilité des taux, mais également des actions, fatalement. L'un et l'autre sont liés. Les uns et les autres sont liés. Bien sûr, puisque naturellement, on investit toujours sur un actif par rapport au prix d'un autre actif. Donc, si vous avez beaucoup de volatilité sur les taux longs, ça veut dire beaucoup de volatilité sur les cours obligataires, et ben forcément, ça impacte vos décisions d'achat sur le marché action. Et donc, très clairement, on est sur une phase plutôt de remontée des taux longs. Ça paraît évident aujourd'hui, mais attention, parce que ça peut aller très vite, parce qu'on voit que les mouvements de taux sont très concentrés dans le temps. Hein. On a quasiment fait, sur le mois de janvier aux États-Unis, le mouvement qu'on anticipait sur l'ensemble de l'année il y a encore quelques mois, selon le consensus. Donc attention, hein, vous voyez que ça peut être très concentré, très rapide, et forcément ça crée des arbitrages entre les actifs financiers, et notamment la bourse, qui peut être très sensible à une remontée de la rémunération de l'actif sans risque dans les prochains mois. Alors justement, comment on pilote sa stratégie d'investissement et son portefeuille, par la force des choses, dans un contexte où la volatilité revient en force? Alors forcément, ça va jouer sur le prix de l'actif risqué. Parce qu'en général, on finance, on raisonne rendement espéré, hein, perception de l'espoir de rentabilité quand j'investis en bourse par rapport au risque. Par rapport au risque de cet actif boursier finalement. Et donc quand je vous dis que le risque va monter, forcément c'est un élément négatif dans la valorisation de l'actif risqué, puisque vous avez le coût rendement risque qui se dégrade. Il y a encore quelques mois, on aurait dit la Fed est là, pas de problème. S'il y a un risque sur l'économie, la Banque centrale va injecter encore plus de liquidités, donc la bourse ne peut pas baisser. Là, je vous dis maintenant, la bourse peut baisser. Donc déjà, ça vous incite déjà à reconfigurer le poids de vos investissements risqués. Et donc les plus risqués, hein, on pense notamment au Bitcoin par exemple, on voit que ça a été très sensible à ce discours-là finalement. Donc ça joue forcément sur votre portefeuille. Et puis derrière, ça va jouer dans votre allocation d'actifs. Parce que derrière, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'inflation. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un risque qui va rester fort, une forte volatilité. Et donc les investisseurs vont tendance à aller sur les secteurs sur lesquels ils ont le plus de visibilité, sur les secteurs qui sont peut-être plus défensifs, ceux qui ont la sensibilité finalement la moins forte à la conjoncture, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce que va faire la Fed, sur l'ampleur de la hausse des taux, sur comment la Fed va impacter l'économie. Et donc forcément, on va aller sur des secteurs un peu plus défensifs dans cette logique-là. Il n'est pas fortuit donc de voir un retour des investisseurs sur des valeurs un peu lourdes comme les télécoms. Oui, ça peut être les télécoms, ça peut être les biens de consommation non cycliques. On sait aujourd'hui... Alors, on a une belle visibilité sur certains secteurs, hein, mais ça fait pas rêver. C'est pas des taux de croissance à la Microsoft, à la Apple, mais on sait qu'on a aujourd'hui de tout ce qui est bien agroalimentaire, tout ce qui est alimentation de base, hein, qu'on achète tous les jours. Et ben, on sait qu'il va y avoir des fortes hausses. Hein, clairement, ils vont répercuter cette année pas mal de hausses de leurs coûts, des prix des matières premières agricoles. Donc, ça veut dire que les chiffres d'affaires vont être très bien orientés. Donc, mécaniquement, les profits seront aussi assez bien orientés. Donc, on a ces secteurs-là où c'est vraiment la base de la consommation qui nous annonce, qui révise quand même à la hausse ses projections de croissance. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont plutôt favorables. À l'inverse, forcément, les secteurs qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt, qui sont par leur nature, par leur valorisation, comme les valeurs technologiques, hein, ce sont des valeurs de croissance, mais ça veut dire que elles sont très sensibles dans leur valorisation à la remontée des taux longs. Ça peut être aussi des secteurs qui sont très endettés, qui vont aujourd'hui être beaucoup plus affectés, parce que d'une part, le marché obligataire sera volatile, et puis on a fini l'époque où l'argent était gratuit, et on commence à réestimer finalement une phase de remontée des taux d'intérêt. Donc à 3 mois, si je comprends bien, vous êtes plutôt à surpondérer
biens de consommation, non cycliques. La distribution alimentaire rentre dans ce panel défensif? Oui, distribution, télécom, tous ces secteurs-là qui ont véritablement offre du rendement. C'est déjà important quand on est derrière sont peu sensibles à la conjoncture, moins sensibles à la conjoncture. Bon, on a compris votre réserve vis-à-vis de la techno, en l'occurrence, sensible au taux, on le sait. Contre l'inflation, est-ce qu'il faut jouer le pari bancaire et énergétique? Oui, moi je pense, parce qu'aujourd'hui les investisseurs vont aussi se projeter, ils vont se dire quel est l'endroit où je suis finalement le moins en risque dans mes investissements. Or, si clairement la remontée des taux, ça veut dire, et encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a dit sur la gestion de la pente de la courbe des taux, encore une fois, c'est un signal très positif pour les bancaires. C'est-à-dire que, encore une fois, le but de la Banque centrale, c'est de faire remonter un peu ces taux longs en remontant un peu ces taux courts, mais qu'on ait quand même une marge d'intérêt qui augmente. Et ça, c'est une chose qui joue énormément dans la valorisation de ce secteur, d'autant plus qu'il est encore très décoté. On sait qu'il n'est pas surévalué comme le secteur des valeurs technologiques. Et le secteur pétrolier, pourquoi? Je vais vous poser une simple question. Est-ce qu'à horizon de 3 mois, est-ce que vous pensez que les cours du pétrole peuvent faire 20%? Le Nasdaq, oui, mais les cours du pétrole, je suis pas sûr. C'est-à-dire que oui, on peut craindre sur la conjoncture est un peu moins forte, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une vraie contrainte en termes d'offres, qu'il y a un cartel qui tient bien les prix, qu'on n'est pas du tout aujourd'hui sur un excès d'offres par rapport à la demande, qu'on est sur des stocks plutôt à des bas niveaux, on a ce risque géopolitique qui est là. Donc finalement, si vous voulez vous protéger contre une hausse des taux longs, achetez les bancaires. Si vous voulez vous protéger contre les risques politiques, les incertitudes économiques, achetez plutôt des valeurs pétrolières qui vont profiter d'un cours du pétrole durablement plus cher. Bon, après, je mets de côté tout ce qui est transition énergétique ou du carbone. Bon, enfin, oui. Sans rentrer dans tous ces détails, à très court terme, à horizon de 3 mois, je suis plus confiant sur les bancaires et les pétrolières que sur les valeurs technologiques. On n'a pas mentionné parmi les défensifs les utilities. Ce qui vous a retenu de les mentionner, c'est leur sensibilité au taux d'intérêt? Oui, c'est ça. Si on prend l'immobilier, utilities, ce sont des secteurs dits plutôt défensifs, mais qui sont quand même très sensibles à la remontée des taux longs. Donc voilà, comme on est quand même sur une volatilité taux et un mouvement qui peut être très brutal, c'est quand même dangereux aujourd'hui d'aller sur ces secteurs. Idem pour l'immobilier coté alors? Oui, bien sûr, tout ce qui est immobilier coté, même s'il y a du mieux au niveau de tout ce qui est immobilier commercial, il y a quand même l'effet taux qui est quand même très, très fort. Bon, ce que j'infère de ce que vous venez de dire, Christian, c'est que la stratégie adaptée, c'est de désensibiliser le plus possible son portefeuille action de la volatilité en se reportant sur les défensives. Et puis si on veut se protéger contre l'inflation, se couvrir contre l'inflation, eh bien on peut essayer de mettre des bancaires et des valeurs du secteur de l'énergie. Il y a un pan de la cote qu'on n'a pas mentionné, ce sont les cycliques industriels. C'est vraiment pas touche? Non, mais la réponse n'est pas blanc ou noir, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a certains secteurs qui profitent d'une très forte demande. Les carnets de commandes des industriels est au plus haut historique dans les données d'enquête. Donc, on a une belle visibilité, on a des belles perspectives de croissance. Sauf qu'il y a un élément que je pense que le marché ne prend pas assez en compte, c'est le fait que le facteur des pénuries, les problèmes d'approvisionnement, les délais de livraison, c'est pas quelque chose de court terme qui va disparaître dans 3 mois. C'est peut-être quelque chose qui va persister tout au long de cette année 2022. Et ma principale crainte aujourd'hui et le risque de déception, c'est tous les secteurs aujourd'hui qui vont être sous pression sur leur chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas été approvisionnés. Alors il y a des éléments qui nous l'indiquent. Quand on voit aujourd'hui des entreprises qui déçoivent sur leurs publications parce qu'ils n'ont pas eu leur fournisseur qui les a véritablement fournis à temps, on a vu que la correction boursière peut être particulièrement violente. Je pense naturellement à des acteurs comme Western Digital qui dernièrement a corrigé là-dessus, mais il y a plein d'acteurs aujourd'hui. Dès qu'il y a une petite déception, on corrige. Et donc ma principale crainte, moi, c'est sur des secteurs comme l'industrie, le secteur de la construction notamment. La construction, on va me dire, c'est très bien, il y a les plans d'investissement des États, perspectives très bien, de rénovation, etc. Oui, je suis d'accord, mais si derrière vous avez vos chantiers qui n'arrivent pas à être finis dans les temps, c'est quand même des choses qui peuvent peser à court terme sur votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Alors c'est compliqué parce qu'on voit qu'il y a des grosses différences entre les sociétés, il y en a qui s'en sortent très bien, d'autres moins bien, mais quand même globalement, on voit qu'on est toujours rattrapé par ces problèmes d'approvisionnement. Même Toyota, par exemple, dans le secteur automobile, qui était le bon élève, qui avait plutôt bien réussi, qui avait des stocks plus importants que les autres en semi-conducteurs, est en train d'aujourd'hui de réviser à la baisse ses projections. Donc attention, ça rattrape un peu tout le monde. Donc ces secteurs-là, je suis assez prudent. Pensez à l'effet tension sur les chaînes de production. Donc tout ce qui est valeur industrielle, automobile, je suis encore assez prudent pour cette année. Donc c'est vraiment une allocation très défensive, je le reconnais, mais c'est vrai que ça traduit aussi en grande partie cette incertitude qu'on a en ce début d'année.
Christian, dans ce panorama assez complet que vous avez brossé, je note une omission tout de même de taille, c'est le secteur du luxe. Vous l'avez écarté parce que vous avez un peu peur de ce qui se passe en Chine? Oui, clairement, c'est-à-dire que bon, le luxe, on sait que c'est des valeurs de croissance déjà, donc c'est un peu à comparer avec le secteur technologique, mais plus fondamentalement, c'est un secteur aussi qui est très sensible aujourd'hui dans les perspectives d'activité, dans les perspectives de croissance à la Chine, à ce qui se passe en Chine. Alors, c'est difficile aujourd'hui parce que quand on regarde les résultats à court terme, ils sont très bons sur le luxe en Chine et c'est un moteur encore qui est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, eh ben, on est quand même vraiment en économie en train de réviser à la baisse nos projections de court terme et long terme. Hein. Regardez le FMI qui a récemment révisé à la baisse ses projections pour cette année, c'est en grande partie États-Unis et Chine. Hein. C'est vraiment la Chine aussi qui pèse aujourd'hui un peu sur les projections. Alors, ça restera un marché en croissance, mais pourquoi on révise à la baisse? On le voit bien, premier élément qui nous incite à réviser à la baisse, c'est l'immobilier en Chine. Le risque immobilier a quand même beaucoup monté ces derniers mois, et derrière, on sait que ceux qui ont acheté des appartements, c'est quand même la classe moyenne. Cette classe moyenne qui achète du luxe, donc ça pourrait vraiment pénaliser cette consommation. Alors ça, c'est très difficile aujourd'hui de vous dire il y a une bulle qui va éclater dans l'immobilier chinois. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un facteur de risque supplémentaire. L'autre élément aussi à surveiller en Chine, c'est l'aspect reprise en main politique du gouvernement chinois. Là, on a eu l'autorité de régulation d'Internet, alors qui nous a fait quelque chose d'assez magnifique. Ils vont vraiment surveiller Internet et l'ensemble d'Internet pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'excès de promotion de l'argent facile, l'excès de mise en avant du luxe et l'excès de tout ce qui est croyance malsaine. Bon, on laisse tomber tout ce qui est aspect croyance, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils veulent maintenant lutter contre les gens qui extériorisent trop les biens de luxe. Donc j'ai l'impression, et alors encore une fois, rien n'est fait, rien n'est dit, mais on a quand même l'impression qu'il y a une vraie reprise quand même aujourd'hui volontaire politique de l'État chinois, et derrière il y a une vraie volonté aussi peut-être de lutter contre ces excès de consommation de luxe. C'est pas forcément pour Pékin, hein, les majorités des biens de luxe sont importés, donc c'est pas quelque chose qui va pénaliser trop l'économie chinoise. Et je vous rappelle ce qui s'est passé sur les jeux vidéo, je pense que vous avez tous en tête à quelle rapidité et sur quelle violence ça peut aller en Chine lorsqu'on dit que les jeux vidéo c'est pas bon pour l'esprit des jeunes chinois, et donc on pourrait avoir quand même des grosses campagnes contre le luxe. Donc rien n'est fait, rien n'est dit, mais c'est quand même quelque chose à mon avis qui pourrait véritablement affecter ce secteur. Donc prudence, encore une fois, c'est digital, hein, c'est 0,1, je suis pas dans la tête des dirigeants chinois, mais ça peut aller très vite, et pour moi c'est un risque très fort sur ce secteur. Donc c'est des valeurs de croissance, c'est des valeurs sensibles au taux d'intérêt, donc déjà prudence, mais en plus l'aspect risque chinois ne doit pas être sous-estimé. Je crois que le marché ne l'a pas pleinement intégré aujourd'hui. Bon, si je résume tout ce que vous nous avez dit, Christian, la Fed est perdue, elle est en retard, elle ne sait pas où on va, ça va induire de la volatilité sur les marchés de taux et sur les marchés actions, et il s'agit, lorsqu'on est investisseur, de désensibiliser son portefeuille à la volatilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais par contre, on est quasiment assuré que ça va bouger pas mal. Christian, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rappel, abonnez-vous, partagez, commentez et mettez un pouce bleu, ça nous fera plaisir et ça nous aide. À très bientôt.